L'objet de mon livre, ça n'est pas, c'est pas une étude sur la souffrance, c'est la manière dont on veut aujourd'hui, enfin certaines personnes veulent aujourd'hui paraître des victimes pour en retirer un bénéfice psychologique, social, politique, symbolique, et donc rentrer dans une sorte de famille nouvelle qui serait la famille des victimes. Puisque chacun veut être auréolé de la toute-puissance de la victime, souvent sans avoir souffert d'autre chose que du malheur d'être né un jour. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Contact. Avec nous aujourd'hui, le philosophe romancier et essayiste Pascal Bruckner pour discuter de son plus nouveau livre « Je souffre, donc je suis ». Une façon peut-être de rebrasser des cartes qu'il distribue à ses lecteurs depuis près de 50 ans. Les titres de ses nombreux livres sont en effet un fil rouge qui nous donne une idée du programme. Les sanglots de l'homme blanc, la tyrannie de la pénitence, misère de la prospérité, l'euphorie perpétuelle et puis le sacre des pantoufles, c'était l'avant-dernier. Cette fois-ci, je souffre, donc je suis. Pascal Bruckner, bonjour. Bonjour. Bienvenue à bord. Merci. Est-ce que vous souffrez et êtes donc vous? Non, j'essaie d'avoir d'autres moyens de définition. D'autres afflictions. D'autres afflictions, et je déteste la souffrance, qui pour moi n'a aucun sens, et donc j'essaie de m'en débarrasser. Enfin, plus exactement, je pense que puisqu'on démarre là-dessus, donc on a deux attitudes vis-à-vis de la souffrance. Dans la France d'hier, ou le monde d'hier, moi je suis de culture catholique, la souffrance avait un sens puisque c'était une manière de racheter le péché originel. Et donc je me souviens que les prêtres, quand on était malade, nous disaient « c'est Dieu qui l'a voulu ». Quand on guérissait, ils répétaient « c'est Dieu qui l'a voulu ». Et heureusement, entre-temps, on a inventé la médecine, le progrès scientifique. Et donc cette rédemption par la souffrance, même chez les catholiques aujourd'hui, n'a plus beaucoup de sens. Et souffrir, c'était d'ailleurs bien. Et souffrir, c'était bien, oui. D'ailleurs, il y a d'innombrables textes qui font l'éloge de la souffrance et qui font même l'éloge des douleurs extrêmes de l'agonie, puisque c'est une manière de participer à la passion du Christ. Alors moi, je suis un peu sorti de ce... Et puis il y avait le cilice pour ceux qui n'arrivaient pas à souffrir assez. On pouvait se faire douleur, souffrance à soi-même. Voilà, on pouvait se faire souffrance à soi-même. Donc c'est une martyrologie très forte dans le catholicisme, beaucoup moins dans le protestantisme, et qui revient aujourd'hui dans l'islam avec d'autres composantes, puisqu'en souffrant, on fait souffrir d'autres gens en même temps, ce qui est une manière d'élargir le cercle. Mais la souffrance n'a aucun sens aujourd'hui. C'est un peu tout le débat sur l'euthanasie. On nous dit il est mieux que les gens restent conscients jusqu'au dernier moment, mais beaucoup de malades extrêmes ne veulent pas endurer des maux épouvantables et donc préfèrent en finir. J'allais dire, est-ce que par extension, on vivrait une époque anesthésiée? Une époque anesthésiée, oui. Enfin, disons, c'est une époque un peu mixte, un peu bâtarde, qui fait converger des traditions divergentes. Mais l'objet de mon livre, ça n'est pas, c'est pas une étude sur la souffrance, c'est la manière dont on veut aujourd'hui. Enfin, certaines personnes veulent aujourd'hui paraître des victimes pour en retirer un bénéfice psychologique, social, politique, symbolique, et donc rentrer dans une sorte de famille nouvelle qui serait la famille des victimes. Mais avant d'entrer dans ce que pourraient être les bénéfices de cette époque où être victime peut ressembler à une bonne affaire, est-ce qu'on a, sans être masochiste, à se poser la question de ce que collectivement on a perdu quelque chose à tant redouter la souffrance, à être devenu si douillet? Oui, vous avez raison. C'est-à-dire que je pense que c'est un peu l'aventure du monde occidental depuis 1945. Nos parents, nos grands-parents, en tout cas les miens, avaient souffert. Enfin, ils avaient vécu une vie assez dure. Privation, absence de confort, électricité intermittente. La France, qui est un pays qui s'est caractérisé pendant très longtemps, pendant des années, par la déficience des équipements collectifs. Vous savez, dans ma jeunesse, j'étais à la campagne, les toilettes étaient dans le fond du jardin. Et quand je suis monté à Paris, comme tout bon provincial, les toilettes étaient au fond du couloir. Donc il n'y avait pas de toilettes individuelles. Au Québec, on parle des bécosses pour back house. Ah oui, back house, voilà, back house. La back house. Oui, nous parlons encore
Voilà, donc c'était les latrines, en fait, c'était ça. Et donc c'est l'introduction du confort et de la consommation après la Seconde Guerre mondiale, dont ma génération était la première bénéficiaire, fait qu'effectivement, des choses qui étaient tolérables par les anciens ne le sont plus. Et puis cet élargissement du cercle de l'intolérable s'est accru avec les années. Et aujourd'hui, on voit que les générations X, Y, Z sont beaucoup plus sensibles. Alors les Américains du Nord parlent du syndrome du petit pois, donc référence au conte d'Anderson, cette princesse qui sent même un petit pois glisser sous son matelas. Mais c'est vrai que les jeunes générations prennent très vite la mouche. Je remarque ça, j'ai une fille qui est jeune, qui vit aux États-Unis, et parfois on se heurte sur des détails minuscules. Par exemple, on un a petit pois. Oui, enfin que je juge minuscule. Par exemple, on a une discussion sur le Ramadan ou sur les rituels religieux, et je dis tant de souffrance pour un Dieu qui n'existe même pas. Et elle me dit, enfin papa, comment peux-tu dire une chose pareille? C'est très indélicat de ta part. Tu blesses les croyants. Alors moi, j'ai vécu toute ma vie à effectivement taquiner un peu les curés, les imams, les rabbins sur la croyance de Dieu. Et je suis étonné de retrouver ces mots dans la bouche de mes enfants. Mais enfin, bref, disons que voilà, c'est une... Mais c'est marrant parce qu'on est au pays qui dit avoir inventé la laïcité. Or, s'il y a un endroit où elle est malmenée, c'est bien en France, cette laïcité. Oui, mais elle est malmenée parce qu'elle est encore puissante. Et donc c'est ça, c'est quand même... Quand on voit ce qui se passe après les attaques du 7 octobre, la France résiste mieux que les pays anglo-saxons. Enfin, ça, je vous donne mon point de vue de français républicain, parce que nous avons vécu la séparation de l'Église et de l'État, et parce que pour nous, les individus priment sur la communauté à laquelle ils appartiennent. Et donc, vous remarquez d'ailleurs que dans le soutien au Hamas en France, il y a des manifestations, mais bien moindres qu'en Angleterre et aux États-Unis, tout simplement parce que les jeunes gens des cités, jeunes gens et jeunes filles, sont sans doute très sensibles au sort des populations civiles à Gaza, qui ne le seraient pas, mais ils ne se vivent pas forcément comme des musulmans solidaires de leurs frères musulmans. Ils se vivent comme des citoyens français qui ont besoin de réussir, d'avancer dans la société, de grimper, d'échapper à la pauvreté, parce que beaucoup vivent dans des conditions difficiles. Et je pense que la laïcité à la française, avec tous ses défauts, est quand même une conquête historique qui a d'ailleurs été copié, vous savez où, en Turquie. C'est Mustafa Kemal qui l'a copié. Et le message de Mustafa... Elle est aussi très mise à mal en Turquie en ce moment. A été mise à mal par Erdogan. Mais Erdogan vient d'être battu à plate couture dans les élections. Donc, municipales. Dans les municipales, oui. Donc, la laïcité est attaquée, vous avez raison, violemment. Nous avons la plus grosse communauté musulmane de France, la plus grosse communauté juive, ce qui explique les tensions. Mais, bon an, mal an, il n'y a pas eu ces réactions très violentes qu'on a vues en Angleterre et aux États-Unis après le 7 octobre 2023. On annonce un chapitre de votre livre où vous êtes intéressé beaucoup justement à cette victimologie et à cette appropriation qui n'est plus culturelle mais mémorielle, où la question de la Shoah, du génocide, occupe beaucoup de gens aujourd'hui et on se dispute le droit au génocide, ce qui est un peu absurde quand on y repense. Mais avant d'y aller, revenons justement à ce qui nous permettra peut-être de mettre la table pour ce « je souffre ». Donc, je suis. On est très loin des injonctions des structuralistes. C'était vivre sans temps mort et jouir sans entrave. J'ai dit les structuralistes, pardon, les situationnistes. On est très, très loin de ça. Et pourtant, vous êtes fait à cette époque. Oui, enfin, quand j'ai lu ce slogan sur un mur de la Sorbonne en 68... j'ai été ébloui. Pour moi, c'était une révélation, un peu comme l'avaient été les surréalistes quand je suis arrivé à Paris en 66. C'était l'année où André Breton est mort et j'aurais aimé le rencontrer. Pour moi, il reste un maître malgré tout, malgré ses erreurs, malgré son intransigeance. Ses égarements. Ses égarements, enfin moins que d'autres. Mais le surréalisme reste, je trouve, une aventure poétique, artistique, absolument extraordinaire. Mais vivre sans temps mort et jouir sans entrave est un mot d'ordre qui a eu un étrange destin, parce que quand on y réfléchit... On est très loin de ça aujourd'hui. Alors d'abord, on est très loin de ça aujourd'hui, mais quand on y réfléchit bien, jouir sans entrave,
c'est difficilement accessible pour un être humain au-delà de 25 ans, puisque nous sommes ainsi faits que notre corps est limité. Et vivre sans temps mort, même dans une relation amoureuse très intense, il y a des creux, il y a des moments où l'amour bat de l'aile, et donc où il faut assumer des temps morts. Et justement, le temps mort, la chasse au temps mort, que les situationnistes brandissaient comme une sorte de déclaration de guerre au capitalisme, la chasse au temps mort, il ne se produit que dans un espace qui est l'espace de la marchandise. Et du spectacle. Et du spectacle. Donc c'était la publicité. Maintenant, c'est le net. Sur le net, vous pouvez vivre sans temps mort 24 heures sur 24. Grâce au smartphone, il se passe toujours quelque chose dans votre petit écran. Et vous pouvez acheter ce que vous voulez. Mais dans la vie pulsionnelle ou sentimentale des êtres humains, eh ben, le temps mort sert souvent à préparer une épiphanie, une rencontre, un éblouissement, un réveil d'une relation qui s'était assoupie. Et donc, alors, vous avez raison, on en est très loin, puisqu'aujourd'hui, avec le néo-féminisme et le néo-puritanisme qui lui est consubstantiel, la jouissance est mal vue. Si elle est revendiquée par les hommes, la jouissance est plutôt... coupable. Oui, coupable si elle est formulée ou exigée de la part d'un mâle. Et pire encore s'il est blanc, bien entendu. Je dis ça en riant, mais je le pense profondément. Un mal qu'on ne veut pas nécessaire dans ce cas-ci. Oui, un mal qu'on ne veut pas nécessaire. Voilà, ça, mais je me permets, alors peut-être que vous trouverez que je fais une digression, mais je reviens sur ce que vous disiez à l'instant, sur les temps morts qui peuvent préparer l'épiphanie. Comme si une épiphanie pouvait se conditionner. Comme si un moment de grâce dans nos vies se préparait par le temps peut-être qu'on se donne pour... Serait-ce créer les conditions de l'ascèse? J'en sais strictement rien. Mais j'ai toujours pensé qu'une épiphanie était quelque chose qui nous dépassait un peu, un moment de grâce, encore une fois, où quelque chose de grand nous arrive et nous fait voir justement autrement la vie. Non, vous avez totalement raison. Rien ne dit que le temps mort introduira une épiphanie. C'était une hypothèse. En général, dans un couple, dans une vie, les temps morts succèdent aux temps morts qui eux-mêmes engendreront des temps gris. Et hélas, c'est souvent le destin de la médiocrité. Toute ma vie, j'ai pourchassé plus que le malheur, plus que la souffrance encore, la médiocrité de la vie que j'avais constatée en province autour de moi. Vous avez eu peur de cette médiocrité? Pour moi, c'est l'horreur absolue. Même aujourd'hui, où j'ai quand même pas mal d'heures de vol, me dire que j'ai une journée où il ne va rien se passer est une espèce de honte, de disgrâce. Et j'ai le sentiment, ça y est, que la vie va s'arrêter, que je vais sombrer dans la monotonie absolue. Mais vous avez raison, c'est pas parce qu'on s'ennuie que tout d'un coup on va être frappé par l'ange de la surprise. Mmh. Non, pas du tout. La surprise, il faut aller la chercher. Il faut un peu provoquer tous les incidents qui peuvent nous réveiller ou nous éblouir. Vous m'excuserez d'être à l'écoute de ce que vous dites et peut-être pas donc concentré sur le plan de match que j'avais fait pour nous, parce que nous reviendrons au livre « Je souffre donc je suis », mais vous parlez de cette chasse à la médiocrité, ça m'intéresse. Parce que c'est un problème pour tout le monde, ou enfin pour ceux qui sont lucides peut-être, et c'est un programme aussi dans une vie que de chasser sa médiocrité ou ses tentations médiocres, parce que ça peut nous arriver. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que vous en étiez si tôt conscient de ce risque? Comment dire? Peut-être la vie de famille, j'étais enfant unique, mon père était jamais là, il avait son travail, ses maîtresses, et ma mère était seule avec moi, et donc les journées étaient longues. Un binôme, son travail, ses maîtresses. Oui, vous savez, ça remplit une vie, hein. Et donc, et puis très vite, au fur et à mesure que j'ai grandi, notamment à l'adolescence, je me suis beaucoup ennuyé. Et alors, donc je m'efforçais de chasser l'ennui par tous les moyens, soit par les jeux, soit avec des camarades, soit avec des lectures, puisque nous n'avions pas la télévision. On l'a eu très tard. Enfin, je ne l'ai eu que quand je suis devenu adulte. Mais ça ne nous éloigne pas de la médiocrité que d'avoir la télévision. Non, au contraire, c'est une sorte de tisane des yeux qui nous apaise et d'ailleurs nous fait dormir le soir quand on la regarde depuis le lit, ce qui est une très mauvaise habitude. Mais et donc il y a une duplicité de l'ennui, c'est-à-dire qu'à la fois c'est un sentiment épouvantable, on a l'impression de sombrer à la manière d'une chose sans consistance, et en même temps, si on ne s'ennuyait pas, on ne chercherait pas les moyens de sortir de cet état de léthargie. Et il y a quand même
Je pense que les enfants qui n'ont jamais fait l'expérience de l'ennui, les enfants qui sont sollicités en permanence par leur smartphone, par les applications, par les breaking news, comme on dit plus en français aujourd'hui, qu'on ne doit pas dire, tout ça fait qu'ils n'ont pas peut-être pas le loisir que j'ai eu ou qu'on a dans d'autres pays, de méditer, de réfléchir et de chercher des échappatoires qui peuvent être tout à fait salutaires. Donc, mais bon, tout le monde fuit l'ennui, c'est les temps morts, les heures interminables, dans les transports en commun, quand on attend quelque part, et on se dit, mais quelle nullité, pourquoi je suis condamné à ce temps qui ne passe pas. Mais je partage avec Michel Onfray l'idée que la biographie finit par beaucoup dire aussi l'œuvre et le parcours des gens. Il se trouve que vous avez écrit un livre très biographique, autobiographique, Un bon fils, où vous parlez justement de vos rapports avec vos parents. Quand vous me parlez de cette chasse à la médiocrité, est-ce qu'il y avait un programme pour le jeune homme que vous étiez, une ambition? Parce que c'est une des choses aussi que j'ai dites en présentation, brasser des cartes, évidemment, puisqu'on renvoyait à votre titre. Mais parce qu'il y a un programme qui s'est écrit au fil du temps. On voit par les titres des différents livres, je ne sais pas s'il était conscient en amont, le projet, mais il y a un vrai fil rouge quand même qui s'est fait. Vous avez raison. Et est-ce que l'enfant déjà avait une ambition? Alors l'ambition, c'était fuir la famille. J'ai eu la chance, enfant, d'avoir la tuberculose, si j'ose dire. Je mets beaucoup de guillemets au mot chance, et d'être mis dans des sanatoriums, d'abord en Autriche, ensuite en Suisse. Ça a été des années merveilleuses. À Ypres, je pleurais comme un veau quand je quittais ma mère, ce qui est normal quand on est petit. Mais comme je n'ai pas succombé à cette maladie et qu'il ne m'en reste pratiquement rien, j'étais très heureux d'échapper à une ambiance familiale qui était un peu tendue et violente. Et ça s'est confirmé ensuite quand j'ai grandi. Je voulais aller en pension. Je voulais que mes parents me mettent loin de chez eux. Et mon rêve, quand j'ai eu 14-15 ans, ça a été de m'enfuir à Paris. Faire votre vie déjà. Oui, de quitter Lyon. Alors j'étais dans la banlieue de Lyon. C'était une vie plutôt sympathique. Matériellement, on ne manquait de rien. Mais c'était la médiocrité de la bourgeoisie française. Les petites ambitions, les petits rêves, les petites coucheries, les petites intrigues, les médisances. C'était Mauriac ou voilà tout ça. C'était aussi l'antisémitisme dans le cas de votre père. Oui. Et quand je vous lis aujourd'hui, je me dis alors. Je fais de la psychopop à 2 sous, comme on l'a souvent fait avec vous. C'est à 2 sous qu'elle est la meilleure. Ben oui, parce que sinon, c'est très cher. Parce que la psychanalyse, elle coûte très cher. Monsieur Freud avait une bonne idée, un bon fonds de commerce. Mais je vous lis, et effectivement, il y a une constante, c'est cette crainte des dérives antisémites. Et vous portez ça dans votre biographie, parce que vous avez vécu à la première personne ce que c'était. Oui, voilà. Donc, j'avais un père qui était frénétiquement antisémite, puisqu'on parlait des Juifs matin, midi et soir quand il était à la maison. Et il était allé travailler en Allemagne volontairement en 40. Et il ne s'était jamais remis de cette adhésion aux thèses du national-socialisme, puisqu'il en a parlé jusqu'au dernier jour. Notre dernière conversation, je rappelais dans Un bon fils, au téléphone, j'étais dans le Colorado en vacances avec la famille. Lui était à l'hôpital et on devait se revoir au mois de septembre. On a parlé de Thomas Mann, c'est quand même hallucinant de parler de Thomas Mann. Il a dit on aurait dû le fusiller, il a trahi son pays. Alors je lui ai dit, tu sais que je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Enfin bon, bref, vous voyez que c'était son obsession. Et donc c'est resté, voilà, c'est resté. Mais jusqu'au dernier souffle. Jusqu'au dernier souffle, oui, jusqu'au dernier souffle. C'est une maladie, alors, vous pensez? Ah ben, oui, l'antisémitisme est une passion, mais il y en a tellement de variantes. Que c'est une maladie avec une pathologie avec énormément de nomenclatures diverses. Et aujourd'hui, l'antisémitisme de mon père, c'était d'abord la proximité de notre nom Bruckner avec des familles juives innombrables. Donc, mon père disait qu'il fallait pas nous, on n'avait pas de umlaut, c'est-à-dire un tréma sur le U. Vous savez, c'est les 2 points, et que les Juifs en avaient un. Avouez que ça fait quand même très peu de choses comme distinction, mais à force de taper sur les Juifs, il nous a rendus sympathiques. Comme il était gueulard, violent, je me suis identifié avec les gens qui détestaient. Et puis, il se trouve que le problème est resté central et qu'aujourd'hui, il l'est plus que jamais. Mais on est plus raciste quand on est antisémite que quand on est raciste
face à d'autres groupes? Non, Est-ce qu'il y a une hiérarchie selon vous? Ah oui, pour mon père, il y avait, oui, c'était l'ennemi de prédilection, c'était la haine du juif en tant que celui qui nous ressemble sans qu'on puisse véritablement savoir qui il est, qui se cache sous son nom. Mon père avait un goût prononcé pour détecter les patronymes. Donc dès qu'il entendait un nom en français ou en allemand, immédiatement se mettait en marche une machine à analyser les noms. À identifier. Il disait mais celui-là, tiens. Et alors il germanisait le nom, effectivement ça collait souvent. Et donc c'était son obsession. Alors que le racisme est plus simple. Vous vous retrouvez face à un arabe ou un noir, vous l'accueillez ou vous le rejetez. Donc mon père était évidemment un raciste traditionnel, mais il était un antisémite, passionné dans la détection des noms, dans l'apprentissage des généalogies et dans la lecture des auteurs juifs. 2 questions. Alors, est-ce que vous avez eu honte, jeune, de lui? Et avez-vous déjà pensé que cette pathologie puisse s'appliquer à vous aussi? Honte, après, oui, quand je suis devenu adulte, mais... non, parce que quand on est enfant, on ne sait pas de quoi... Moi, je ne savais même pas ce que c'était qu'un juif. Je n'ai rencontré des juifs qu'en arrivant au lycée Henri IV à Paris en 1967. Je ne savais pas, j'avais jamais rencontré d'Algériens, de Vietnamiens, d'Africains, de Français de confession judaïque. Donc je ne croisais autour de moi que des petits blancs cathos. Et non, alors, pour répondre à votre deuxième question, jamais je ne me serais douté qu'un jour, et mon père encore moins, que ce qualificatif s'appliquerait à moi, et ça a été la tragédie de sa vie. C'est qu'au fond, son propre fils, qu'il destinait à devenir une sorte d'arien à la puissance carrée, puisque quand j'étais petit, j'étais entièrement blond, et que j'ai vécu en Autriche, je parlais l'allemand avant le français, serait un jour assimilé à l'intelligentsia juive, et ça a été le malheur de sa vie, la blessure narcissique ultime. Et il écrivait à tous les journaux pour dire « Mais non, mon fils n'est pas juif, c'est une erreur, vous avez tort. » Voilà. Vous étiez littéralement à ses yeux un bon arien, donc. Oui, voilà, exactement. Je suis curieux de ce que, dans cette configuration, ça puisse nourrir une telle haine ou malaise que vous souhaitiez la mort de votre père. Alors, je cherchais la citation, mais vous la connaissez sans doute mieux que moi. Oui. Ah oui. Mon Dieu, faites que mon père se tue, je vous laisse le choix de l'accident. Ah ben oui, alors c'était dû à plusieurs choses. C'est que, bon, c'était une autre époque, hein. Et, où on pouvait souhaiter la mort de son père. C'est dans le bon vieux temps où on pouvait encore souhaiter la mort de ses parents. Alors il y a ça, c'est une autre époque où les châtiments corporels étaient légion. Et c'était la coutume. Donc on était frappés à la maison. Mes cousins recevaient des trempes de leur père, des coups de ceinture, des claques de leur mère, et moi aussi. Et d'ailleurs dans les établissements scolaires, même chez les jésuites où j'étais, on avait droit à des coups de règle sur les doigts, parfois des gifles. C'était un autre temps. Tout ça s'est arrêté dans les années 70 à Paris. Les châtiments corporels ont été interdits et maintenant, vous pouvez poursuivre votre maman ou votre papa s'il vous a giflé ou s'il vous a bousculé. Ou même peut-être menacé de vous gifler. Oui, menacé de vous gifler, oui, ça fait effectivement. Et donc là... Mais évidemment, je vivais ça très mal. Et mon père battait aussi ma mère, puisque au fond, pourquoi s'arrêter au rejeton, autant frapper la génitrice. Et j'avais accumulé contre lui quand même beaucoup de colère, beaucoup de rage. Et une fois que j'avais reçu une trempe particulièrement violente où j'avais eu très peur, j'avais 10 ans, c'est là que j'ai commencé à faire des prières à Dieu qui n'étaient pas exactement dans le sens de la charité chrétienne. Ça se guérit, cette haine? Oui, la haine se guérit en grandissant quand on s'aperçoit que l'homme qui vous a fait peur, qui vous a terrifié parce qu'il était très grand, parce qu'il était fort et qu'on était un bambin, était en réalité lui-même très, très faible. Et quand je l'ai égalé en taille, c'était fini. Il n'osait plus me frapper parce que je lui disais, si tu me frappes, je te rends les coups. Et donc, mais ça reste comme une sorte de position subalterne où on n'est rien vis-à-vis d'un adulte qui est tout dans le moment où il vous domine. Je disais, puisqu'on parle des parents, que la biographie peut aussi faire l'œuvre.
et certainement dirigé vos curiosités. Parlant de votre mère, vous avez dit « J'ai été cette femme battue pendant tout le temps qu'elle a vécu ». Or, vous êtes un féministe, mais aujourd'hui, un féministe contrarié. D'ailleurs, je ne sais jamais si on peut dire d'un homme qu'il est féministe, mais... Je ne suis pas hostile au féminisme. Je pense que le féminisme a beaucoup fait pour nous débarrasser d'une certaine virilité toxique. Et quand j'étais jeune, je n'ai jamais été un malabar. J'ai toujours été assez fluet. Et donc, tous mes camarades qui voulaient me casser la figure et qui ne s'en privaient pas, évidemment, je ne les aimais pas beaucoup. Et donc, j'ai été souvent agressé dans la rue. J'avais les cheveux longs. On me traitait de pédé. J'ai été tabassé plusieurs fois dans les rues de Paris jusqu'à l'âge de 30 ans à cause de ça. Donc, le côté macho qui veut cogner les garçons efféminés, je l'ai connu. Et donc, évidemment, en ce sens, le féminisme était plutôt une bonne chose. Et donc, nous avons vécu comme une libération, d'abord la chute des tabous. Alors, il faut être tout à fait honnête et dire que cette chute des tabous, après mai 68, a plutôt profité aux hommes. C'est-à-dire qu'au fond, c'est ce qu'on a expliqué avec Alain Finkielkraut dans Le désordre amoureux. En fait, c'était devenu une injonction. Il était interdit de jouir, maintenant il était obligatoire. Et donc, une fille qui ne voulait pas coucher, on la voyait un peu comme une retardataire, une coincée, une mal baisée. Enfin, vous savez, tous les mots qu'on disait là-dessus. Et en ce sens, ralentissait le progrès, quoi. Ouais, elle ralentissait le progrès. Et donc, le féminisme a eu raison de critiquer cette quête de disponibilité de tous les corps vis-à-vis du désir masculin. Mais oui, le féminisme de Simone de Beauvoir, de François Giroud, de Benoît de Groot, aujourd'hui d'Elisabeth Badinter. Il y en a d'autres aussi. Hein. Moi, j'aime beaucoup Peggy Sastre, j'aime ou Abnou Chalmani, qui sont beaucoup plus jeunes que moi aussi, bien entendu. Ce sont des féministes universalistes. Donc, je soutiens le féminisme universaliste, mais pas forcément le néo-féminisme qui dénonce à tout va l'homme comme étant le coupable par excellence. Avec le risque, j'en ai discuté ici avec Noémie Alioua, que l'hétérosexualité même se retrouve dans le collimateur, comme si c'était quelque chose de coupable. Oui, c'est ça, voilà. C'était une des tendances du néo-féminisme, mais il faut toujours être très prudent parce que les féministes se détestent entre elles. Hein. Il faut être... si vous prenez Caroline Fourès, par exemple, qui est une universaliste, elle est en total désaccord avec les gens de Osons le féminisme, ou nous toutes, Caroline de Haas et les autres, ou Sandrine Rousseau, parce que ces femmes-là, elle les trouve trop sectaires. Et effectivement, l'hétérosexualité est pointée du doigt. C'est la fameuse phrase d'Alice Coffin, qui est conseillère municipale à la mairie de Paris et qui dit « Je ne me marierai jamais avec un homme, ça m'évitera d'être battue et à mon enfant d'être peut-être tué par mon mari ». C'est une vision un peu sombre quand même de l'hétérosexualité, quand on sait par ailleurs, et ça c'est intéressant, par des études menées notamment par le magazine Tétu, magazine de la communauté gay en France, que dans les couples homo, mâle ou femelle, les taux de brutalité sont les mêmes, sont très élevés. La violence conjugale. La violence conjugale, et d'ailleurs, récemment, Amélie Mauresmo, qui vit avec une femme, se plaignait d'avoir été battue par elle. Donc, il faut effectivement dénoncer l'hétérosexualité comme étant par excellence un mécanisme d'écrasement de la femme par l'homme, et peut-être une vision un peu courte. Et puis, on ne pourra jamais empêcher les hommes d'être attirés par les femmes et vice-versa. Mais la réponse à cette accusation contre l'hétérosexualité, c'est d'ailleurs ce qu'a très bien vu Noémie Alioua dans son livre, c'est l'arrêt de la sexualité. On est aujourd'hui dans une récession de sexualité. Ouais, la récession sexuelle, c'est un titre du Monde. C'est terrible, mais effectivement, puisque faire l'amour peut vous mettre en danger et éventuellement vous occasionner des procès si vous tombez sur une dame qui n'est pas satisfaite du résultat ou qui estime que vous avez abusé de sa bonne volonté ou de sa gentillesse, beaucoup de garçons et aussi beaucoup de femmes se retirent de la vie érotique et se contentent d'onanisme, pour reprendre un vieux mot de l'Église catholique, mais ne s'engage plus dans des relations. Et c'est vrai que tomber amoureux, c'est toujours prendre un risque.
c'est en tout cas prendre un risque psychologique, c'est prendre le risque d'être déçu, d'être blessé, d'être malheureux, d'être bousculé, de voir sa vie dépendre de la bonne volonté ou de la mauvaise volonté d'un tiers. Et donc, c'est vrai que toute une partie de la jeunesse, si l'on en croit les statistiques, renonce à s'engager dans des affaires de cœur. Ben, ça nous amène très naturellement tout ça. D'abord, parce qu'on parlait des souffrances que vous avez endurées quand vous étiez jeune, battu. Petite souffrance. Hein. Petite souffrance. Aujourd'hui, je relativise, j'en suis très bien sorti. Un jour, on m'avait demandé si j'étais pas un enfant battu, si je voulais pas revendiquer ce titre, j'ai refusé. J'ai dit, non, faut pas pousser quand même. Alors donc, on ne fera pas de vous la victime parfaite, non, mais vous avez connu la souffrance, on peut le dire. Oui, comme tout le monde, oui. Donc, naturellement, vous savez de quoi vous parlez, et peut-être justement que vous ne vous êtes pas défini par cette souffrance ou par l'idée que vous êtes une victime. Or, aujourd'hui, c'est un puissant fonds de commerce. C'est ce que vous présentez comme hypothèse. Exactement. C'est un puissant fonds de commerce. Non, parce que dans mon éducation, qu'elle soit laïque ou catholique, l'accent était mis sur la capacité à surmonter la douleur. C'est-à-dire, on disait toujours, ne pleure pas, arrête d'avoir peur, arrête de chouiner comme une fille. À l'époque, on disait ça. Sois courageux. Quand on allait chez le médecin, qu'on se faisait opérer, on disait non, ne pleure pas, c'est rien, tu vas t'en sortir. Et il y avait une sorte de stoïcisme latent dans les conduites humaines. Et aujourd'hui, ça a disparu. Aujourd'hui, tout ce qui souffre donne lieu à intérêt médiatique. On vous plaint, on comprend que vous ayez peur. Et même, si vous n'avez pas peur, on trouve que c'est anormal, que c'est peut-être une curiosité psychologique mauvaise à corriger. Je vais vous donner un exemple. Les médias consacrent souvent aux stars du sport, aux grandes stars du sport qui ont renoncé, plus de place qu'elles n'en accordent à ceux ou à celles qui réussissent. C'est-à-dire quand un athlète décide d'abandonner pour telle ou telle raison, maladie ou problème personnel, les gens trouvent que c'est admirable de ne pas avoir peur d'étaler sa vulnérabilité au lieu de revendiquer une force brutale et une volonté de conquérir les prix à tout prix. Voilà, à tout prix. Les prix à tout prix. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque à vivre dans un monde où le héros serait un peu coupable? Ben oui, c'est... Je ne sais pas si on en est là, d'ailleurs. Non, on n'en est pas là. Non, parce que le héros revient. Et je crois que c'est ça la bonne nouvelle. Mais le héros revient? Oui, je pense que le héros revient. Le héros revient parce que l'histoire revient, parce que les dangers s'accumulent autour de nous. En Europe, avec la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient que l'on connaît, le terrorisme islamiste qui reste omniprésent, les crimes des narcotrafiquants, les violences urbaines ou sociales. Et donc, nous ne sommes plus dans ce cocon de sécurité qui nous permettait de vivre en toute sérénité, avec la certitude d'un avenir déjà assuré. Effectivement, les gens aujourd'hui affrontent une période de difficulté avec une mentalité d'une période repue. C'est-à-dire que nous avons vécu sur l'idée, après 1989, que la fin de l'histoire était arrivée, que l'Europe était le modèle à suivre toutes affaires cessantes, qu'il fallait imiter ce mélange de démocratie libérale et d'économie de marché qui allait essaimer sur toute la planète après la chute du communisme, et qu'au fond, les jeux étaient faits. Et j'avais alerté dès 1990, dans un livre qui m'a été beaucoup reproché, qui s'appelait « La mélancolie démocratique », où je disais « Non, nous n'avons pas gagné. C'est le communisme qui a été battu. » provisoirement, parce qu'il subsiste dans beaucoup de régimes, mais nous n'avons rien gagné, et nos ennemis un jour reviendront. Je suis beaucoup intéressé par l'année 1979 qui a occupé souvent mes conversations. Alors, on peut ramener ça à l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini. Mais en même temps, drôle de hasard, ça cristallise quelque chose. C'est aussi l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher et le début de la consécration du néolibéralisme. Comme si, la même année, on avait sécrété les deux mamelles ou produit les deux mamelles de ce qui, aujourd'hui, met un peu le monde à mal, c'est-à-dire cette vision religieuse assumée des choses et, à l'opposé, la vision néolibérale où tout est marchandisé. Quand même, c'est une année formidable. Je ne sais pas si 79 ne vaut pas 89. Oui, alors effectivement, donc d'un côté, le début de la révolution islamique,
qui va se répandre comme une traînée de poudre dans le monde entier, puisque le terrorisme qui existait déjà avant, notamment en Algérie, le terrorisme islamique va se répandre partout, chez les sunnites comme c'est chez les chiites, et la révolution islamique d'Iran va véritablement donner le branle à un mouvement universel et réveiller toutes les sociétés arabo-musulmanes qui en connaîtront un bouleversement profond et qui dure encore aujourd'hui. Mais c'est une alternative au marché, en tout cas. C'est une vision du monde, mais théocratique, évidemment. Mais c'est une alternative marchande aussi, puisqu'on voit bien que les pétromonarchies qui ont pendant des décennies à la fois avancé sous la double tutelle du wahhabisme d'un côté ou du salafisme et du pétrole, sont en train tout doucement de corriger les excès des extrémistes. Ça c'est intéressant parce que le grand désir des pays comme le Maroc, comme l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, peut-être le Qatar, mais quoique le Qatar joue un jeu ambigu, c'est d'en finir. Ils avancent voilés. Oui, ils s'avancent voilés. Mais c'est justement d'échapper aux fanatiques du Coran et de reconnaître un islam modéré, un islam du chemin moyen, un islam plutôt doux, qui soit compatible avec la modernité. Et alors de l'autre côté, les fondamentalistes du marché, avec Margaret Thatcher et Reagan, eux, ils ont quand même du plomb dans l'aile globalement. Il y a eu la mondialisation, dite heureuse par Alain Minc, mais qui a quand même causé beaucoup de problèmes. Elle a enrichi les pays pauvres, mais en même temps, elle a aussi beaucoup dépouillé les classes ouvrières des pays développés. Et donc aujourd'hui, on voit que la mondialisation est en train de prendre fin. C'est le retour au protectionnisme. On ne croit plus aux vertus spontanées du marché parce que le profit peut aussi générer le conflit. Et ce qui est en train de triompher avec le populisme, c'est plutôt une sorte de nouvelle synthèse entre le nationalisme, à base religieuse ou non, et la protection des frontières, une économie capitaliste, mais sous contrôle de l'État et des partis au pouvoir. Donc il y a peut-être le rêve néolibéral, tel qu'il a été dessiné par Margaret Thatcher et Ronald Reagan, il a vécu, même si évidemment l'économie libérale produit plus de richesses que n'en produisaient les économies dirigées ou l'économie soviétique. Mais regardez la Chine, c'est un capitalisme d'État sous tutelle de Karl Marx, Lénine, Mao Tse-tung, Ho Chi Minh. Pour la forme. Pour la forme, mais enfin c'est un pays capitaliste, mais où les directives et les directions sont fixées par le comité central chaque année. Et la preuve que ça peut aussi très bien marcher. Et là, c'est la preuve que ça peut aussi très bien marcher. Et donc que l'économie n'entraîne pas automatiquement bénéfice ou maléfice. Je crois qu'elle est neutre. Et qu'elle n'a pas... Évidemment, il y a des formules économiques beaucoup plus favorables que d'autres à l'enrichissement, mais en soi, le libéralisme ou le capitalisme ne favorise ni la dictature, ni la démocratie. J'interromps l'écoute de l'émission pour quelques secondes. C'est une promesse pour vous rappeler une fois encore de vous abonner à notre chaîne. Si ce n'est pas encore fait, ça fait toute la différence au monde. De nous aimer aussi, de nous liker. Les algorithmes nous ont à l'œil et vous pouvez faire la différence. Vous pouvez aussi nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Face à un islamisme aujourd'hui, je ne dirais pas conquérant, mais certainement bien portant, nous avons mal à notre civilisation et à ce que furent nos religions, si on accepte que le catholicisme et le protestantisme ne sont pas exactement de la même manière composés. Et au cœur de votre livre, vous dites, le christianisme est peut-être pour beaucoup dans ce renversement des choses qui font qu'aujourd'hui, en souffrant, on existe. Alors, est-ce qu'il y a une culpabilité du christianisme dans ce qui nous arrive aujourd'hui? Non, il n'y a aucune culpabilité. Non, le christianisme met au centre de son culte la figure de Jésus, l'esclave crucifié qui se dit fils de Dieu. Alors cette métaphore heurte beaucoup les Romains, pour qui un Dieu ne peut être qu'un roi majestueux, armé et puissant. Et donc, se dire qu'un humilié et un faible peut tout d'un coup donner naissance à une nouvelle civilisation va terriblement heurter les derniers païens, comme on les appellera ensuite, et va précipiter la chute de Rome, parce qu'effectivement, l'empereur Constantin va se convertir,
et petit à petit convertir toutes les marches de l'Empire. C'est la révolution chrétienne. Mais ce qui est intéressant dans cette révolution, c'est que justement, les forts ont cessé d'avoir raison parce qu'ils sont forts. Ce sont les faibles qui portent peut-être en eux une part de vérité fondamentale sur l'être humain. Et c'est d'ailleurs ce qui va horrifier Nietzsche, qui lui est un adepte de la morale des forts et qui déteste ses esclaves, qui va être utilisé, comme l'on sait, par le national-socialisme à travers sa sœur. Mais et donc, ça n'est pas, il n'y a pas de culpabilité du christianisme, mais il y a effectivement un dévoiement. Si on reprend le mot de Chesterton, le monde moderne est plein d'idées chrétiennes devenues folles. La victimisation est une idée chrétienne devenue folle, puisque chacun veut être auréolé de la toute-puissance de la victime, souvent sans avoir souffert d'autre chose que du malheur d'être né un jour, ce qui nous arrive à tous. Et le paradoxe, c'est que, et vous le montrez très bien, c'est que la victime peut facilement devenir bourreau avec, en plus, un confort moral. C'est-à-dire cette idée que c'est normal dans les circonstances de pouvoir jouer le rôle du bourreau. Oui, alors c'est notamment toute l'histoire du communisme. Si le communisme a échoué comme système, c'est bien que, au nom de la libération de l'humanité, il a installé des pouvoirs totalitaires avec Staline, avec Mao Tse-tung, avec Pol Pot, qui ont horriblement dégénéré et qui ont causé des dizaines de millions de morts partout où le communisme a triomphé. Mais c'est vrai aussi de la décolonisation. Pendant 40 ou 50 ans, les pays décolonisés ont continué à accuser les anciennes métropoles coloniales en disant « c'est de votre faute si nous sommes malheureux, donc nous devons martyriser notre peuple, piller les ressources, nous allier avec les tyrans et créer des prisons et des camps de concentration pour nous défaire de la tutelle de l'impérialisme occidental ». Et c'est vrai aussi sur le plan individuel où le victimisme est un bellicisme, donc on peut, si on a C'est un bellicisme ? Oui, c'est aussi un bellicisme, c'est-à-dire que c'est un mélange de plainte et d'agressivité. Et si vous estimez que vous avez été victime d'un acte malveillant de la part d'une tierce personne, vous pouvez l'accuser, vous pouvez la traîner au tribunal, et à ce moment-là, cette personne se transforme en bourreau. Et si vous pouvez dire que vous êtes la victime, l'autre, en tant que bourreau, est frappé de toutes les malédictions de la terre. C'est quasiment la figure du nazi face aux déportés. Beaucoup invoqué de nos jours. On est vite montré du doigt comme nazi pour le moindre dépassement. Ah ben on a banalisé un peu d'ailleurs l'étiquette. On a banalisé l'étiquette, le mot nazi, le mot génocide. On n'est pas sorti de cette période. En réalité, sur le plan symbolique, les mots fascistes et nazis continuent à résonner très fortement. Si vous traitez quelqu'un de stalinien, alors là, franchement, les gens vont dire c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Sans impact. Pourtant, au livre des records, il se tire très bien d'affaire, pourtant, Père Joseph. Staline, oui. Il a tué entre 20 et 40 millions de ses compatriotes, mais qu'importe, il est exonéré. Non, c'est vraiment l'hitlérisme qui reste l'infamie suprême. Et donc, effectivement, les nazis sont partout. Dès que vous voulez diaboliser votre adversaire, vous le nazifiez. Et c'est une manière très, très facile de faire porter le blâme sur ceux que vous détestez. De la même manière qu'il y a aujourd'hui une concurrence victimaire où le grand prix absolu, c'est de pouvoir, alors je le dis avec beaucoup d'ironie, mais pouvoir se revendiquer de quelque chose qui serait comme un génocide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive à une population, il y a une espèce de pression pour transformer ça en génocide, parce qu'en bas de ça, c'est comme si on ne jouait pas avec les gagnants. Oui, exactement. Et alors ce débat, en réalité, il n'est pas nouveau. Il a commencé en 1943 avec deux juristes polonais, juifs, Raphaël Lemkin et Hans Lauterpacht, je crois. Et chacun essayait de comprendre les crimes commis par les nazis. Crimes contre l'humanité ou génocide. Voilà, crimes contre l'humanité. Et finalement, en 1947, au procès de Nuremberg, c'est le mot génocide qui a triomphé. Et Hans Lauterpacht, qui était donc ami et rival de Raphaël Lemkin, explique qu'à partir du moment où on va utiliser le mot génocide, on va rentrer dans une compétition sans fin. Puisque tous les peuples, toutes les minorités, tous les groupes vont vouloir s'autoriser du génocide pour attirer la lumière publique sur eux. Et c'est exactement ce qui se passe. Ça n'est pas nouveau, ça se produit depuis les années 60-70
au moindre massacre, au moindre crime de guerre, et Dieu sait s'il y en a, les peuples vont à l'ONU ou leurs représentants et expliquent qu'ils sont victimes d'un génocide de la part de leurs ennemis, de leurs adversaires, de la part des grandes puissances. On a oublié aujourd'hui, au moment de la guerre du Vietnam, il y avait le tribunal Russell, qui avait été édifié par Bertrand Russell, prix Nobel de mathématiques, et Jean-Paul Sartre. Grand philosophe aussi. Et le tribunal Russell accusait déjà les Américains de génocide et de crimes contre l'humanité. Et donc le mot... Alors on aurait pu se rallier à crimes contre l'humanité, sans doute. Oui, mais génocide est beaucoup plus fort dans l'inconscient. C'est comme si vous traitez quelqu'un de fasciste, et il est mis mal à l'aise parce que l'accusation porte et c'est l'infamie maximale qui pèse sur cette personne. Donc... effectivement, le mot génocide est utilisé à tort et à travers. Or, pour l'instant, la communauté internationale ne reconnaît au XXe siècle que 3 génocides, les Arméniens, les Juifs et les Tziganes, et les Tutsis. Certains rajoutent les Khmers rouges, mais là, c'était plutôt une auto-extermination du parti de Pol Pot vis-à-vis de sa propre population. Enfin, on a eu quand même, je crois, 1 500 000 morts, ce qui n'est pas mal. Sinon 2 millions. Sinon 2 millions. Mais pour le XXIe siècle, eh ben, les enjeux sont ouverts. C'est affreux à dire, mais les enjeux sont ouverts. Et donc, on voit bien, par exemple, dans la guerre au Moyen-Orient et à Gaza, que la plainte déposée par l'Afrique du Sud auprès... Elle vous embête ? Non, elle m'embête. Moi, personnellement, elle ne m'embête pas. Elle m'intrigue. Déposée par l'Afrique du Sud auprès de la Cour internationale de justice de La Haye. Et en réalité, ça dépasse le conflit du Proche-Orient. Parce que si la Cour internationale de justice de La Haye reconnaît qu'Israël est coupable de génocide à Gaza, cela veut dire qu'évidemment, on pourra mettre Israël sur le même plan. Nazifier les Israéliens. En réalité, la Cour internationale de La Haye n'a pas du tout dit que les Israéliens commettaient un génocide, mais simplement... Mais elle a mis en garde la communauté internationale et les Israéliens. Oui, elle a mis en garde de ne pas commettre de crimes de génocide. Et qu'il y avait risque de dérive. Il y a un risque de dérive, mais mais c'est pas banal non plus. Non, c'est pas banal non plus, mais je pense que la Cour internationale de justice a statué sous la pression aussi des événements. Mais un génocide, c'est une intention d'éliminer toute ou partie d'une population. Or, les Israéliens ont peut-être été très brutaux dans la répression à Gaza, mais il n'y a pas d'intention d'éliminer. Et vous savez que l'offensive s'est arrêtée et l'armée israélienne a ménagé des couloirs de sortie pour les populations civiles, alors même que le Hamas offrait sa propre population en bouclier humain pour protéger ses combattants. Donc, je n'utiliserai pas le mot génocide dans ce cas-là. Mais au jour d'aujourd'hui, donc le 15 avril, je ne dirais pas que les opérations se sont arrêtées. Non, elles sont suspendues. Vous avez totalement raison. Donc, et un nouveau front s'est ouvert. Et Rafah pourrait demain matin être le nouveau front de cette guerre qui fait beaucoup de victimes. Mais pour que la guerre s'arrête, il suffit d'une chose très simple, que le Hamas dépose les armes et rende les otages. Et la guerre s'arrête. Donc, je vous assure... Non, je ne peux pas vous assurer parce que j'ai aucune... Non, mais je ne pense pas que ça arrêterait les hostilités. Tout de suite. Je ne pense pas. Si le Hamas se rend, les hostilités s'arrêtent tout de suite. 2 choses. Se rendre et rendre les otages, ce n'est pas la même chose. Oui, déposer les armes et rendre les otages. Et d'ailleurs, le Hamas, c'est un mouvement tellement violent et un peu bordélique qu'ils ne savent même plus où sont les otages. Donc, à mon avis, la plupart des otages sont morts. Comment peut-on être certain que le Hamas ne sait pas où sont les otages? Ils l'ont dit eux-mêmes. C'est un de leurs communiqués il y a 2 jours. Il en manque 40, il les trouve plus. Parce que... c'est peut-être aussi une opération de désinformation. Désinformation, mais vous savez, dès le départ, il suffisait que le Hamas dépose les armes et il n'y aurait jamais eu toutes ces horreurs. Mais ces horreurs sont voulues, ça c'est mon point de vue, sont voulues par ce mouvement qui est un mouvement terroriste, totalement indifférent au sort des populations civiles, depuis le début, et qui aurait pu faire, s'il l'avait voulu, en 2005, à partir de 2005, de Gaza, une bande de terre prospère, une sorte de Dubaï, mais il a préféré le transformer en caserne militaire pour tuer les missionnistes. Encore eût-il fallu qu'il y ait un peu de collaboration de ceux qui contrôlent les manettes sur l'eau, l'électricité. Oui, mais je pense que ça a un impact quand même. Les Israéliens auraient été
à mon avis, beaucoup plus disposés à aider les Palestiniens. Puis n'oubliez pas la guerre civile entre le Fatah et le Hamas en 2007. Les militants du Fatah jetés du haut des toits. Il y a eu, 150 victimes. Il y a eu une guerre civile. Donc, chez les Palestiniens, oui. C'est ce qui rend le qui problème. Faisait l'affaire d'ailleurs du pouvoir israélien à une époque. Oui, c'est ce qui rend le problème. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, tout à fait d'accord. Oui. D'ailleurs, c'est la faute absolue de Netanyahou, qui a encouragé le Hamas pour affaiblir le Fatah. Il s'en mord les doigts aujourd'hui. Mais ce qui est terrible dans le mouvement palestinien, c'est qu'il est poussé à l'extrémisme et à la faute par ses soutiens occidentaux dans les médias ou dans les campus. Et moi, je pense que beaucoup de jeunes gens palestiniens voudraient peut-être plutôt faire des études que de finir leur vie dans les cimetières. C'est le pari des modérés en Cisjordanie, et je suis sûr qu'à Gaza, beaucoup de Palestiniens modérés aimeraient aussi peut-être sortir de la pure logique de la confrontation. Pardonnez ce qui ne se veut pas une provocation, parce que ça n'en est vraiment pas une, mais si vous étiez Palestinien en Cisjordanie, non pas à Gaza, il vous arriverait de perdre patience avec ceux qui, tous les jours, grignotent un petit bout de territoire? Oui, on peut perdre patience, mais alors on peut aussi tirer des leçons de l'histoire. Alors moi, vous savez, d'abord, je suis favorable à la solution à 2 États depuis 20 ans. J'ai signé, j'ai toujours dit. Mais si on regarde les résultats des 2 intifadas lancées par Yasser Arafat, on voit bien que ça a été des milliers de morts. Et ça n'a pas empêché le grignotage des colonies. Donc il faudra certainement rétrocéder des territoires, il faudra certainement faire des concessions des 2 côtés, mais je pense que la violence, la confrontation armée a prouvé qu'elle était un échec. Et d'ailleurs, je vais assez souvent en Israël, et quand vous allez en Cisjordanie, dans les territoires qui sont sous la tutelle de l'autorité palestinienne, ils sont plutôt prospères. On vit mieux qu'à Gaza. Qu'à Gaza, beaucoup mieux. Et il y a une bourgeoisie palestinienne extrêmement éduquée, cosmopolite, qui jouit de toute une diaspora qui vit en partie aux États-Unis, en partie au Canada, beaucoup dans les pays du Golfe, et qui serait capable, à mon avis, de faire démarrer un nouvel État. Mais le problème, vous le savez, c'est que les extrémismes des 2 camps empêchent une solution pacifique. Et puis là, de toute façon, on est dans une logique guerrière en ce moment, ce qui rend les choses difficiles. Dans le livre, vous constatez que dans cette logique victimaire, plusieurs puissants ont pu se revendiquer de ce manteau de lumière, comme vous le dites souvent, les Russes, par exemple, qui sont tout à la fois passifs et agressifs. Et vous faites une proposition, mais je suis curieux de voir comment elle peut se déplier. C'est l'occasion pour les démocraties de saisir ce moment historique et de tendre à un nouveau 9 novembre 89, faire chuter le mur de toutes les tyrannies, de Pékin à Moscou, de Téhéran à Bakou, sans oublier Ankara, Caracas, Alger, La Havane et quelques autres. C'est une fragile lueur d'espoir dans les ténèbres de la barbarie. Alors, je vous soumettrai qu'à chaque fois qu'on s'est mêlé de trucs qui ne nous regardaient pas tout à fait, ça n'a pas été un succès pour les populations locales. Quelqu'un que vous connaissez bien, Bernard-Henri Lévy, a demandé l'intervention de l'OTAN pour libérer les Libyens de Kadhafi. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, les Libyens ne retourneraient pas un peu en arrière. Les Irakiens, même service. Les Syriens, je ne sais pas quoi dire, mais c'est pitoyable. Est-ce que l'on peut vraiment réussir ce genre de choses et sommes-nous habilités à montrer la bonne voie? Alors, les Ukrainiens, eux, nous supplient à genoux, un pays où je suis allé 3 fois dans les 3 dernières années, de venir à leur aide. Et donc, les Iraniens, les femmes iraniennes, supplient l'Occident de les aider dans leur combat contre les mollahs. J'étais avec quelqu'un à ce micro la semaine dernière, Yann Richard, qui me dit on instrumentalise un peu ces histoires. Sur la question, par exemple, des femmes voilées, oui, elles sont totalement indisposées, ne veulent pas être infantilisées, mais pour autant ne demandent peut-être pas être libérées par l'Occident. Non, elles veulent être soutenues. Et vous savez que c'est un des grands déchirements dans le mouvement féministe entre celles qui soutiennent les Iraniennes et celles qui disent le sort des femmes est le même partout, quel que soit le régime. Mais non, je pense que nous pouvons faire quelque chose pour rendre le monde meilleur. D'abord, attaquer, plutôt se défendre contre la Russie, ça n'est pas une cause lointaine. Les Baltes, les Polonais, les Roumains, les Bulgares sont menacés directement, les Moldaves ou les Géorgiens,
par le Kremlin et par M. Poutine. Donc là, notre devoir impératif, c'est de nous mêler de ce qui nous regarde, parce que déjà, le Kremlin nous mène une guerre informationnelle. Il dispose d'un certain nombre de partis collaborateurs en France. La France insoumise d'un côté, le Rassemblement national de l'autre. Inféodé aux intérêts de Moscou ? Plus qu'inféodé, mais couché devant le maître du Kremlin. Alors là, il y a aucun adjectif que je n'utiliserai. Ces gens sont à plat ventre devant le nouveau tsar. Donc, Mélenchon et Marine Le Pen seraient, quoique lui a émis quelques doutes et apparemment a été rappelé à l'ordre. Oui, il s'est fait retirer les oreilles. Mais je reviens donc, est-ce que vous iriez jusqu'à dire, parce que j'ai de la difficulté à l'imaginer, donc convainquez-moi, qu'ils sont les marionnettes, les idiots utiles de Moscou? Alors, ce ne sont pas les marionnettes, ils sont convaincus par anti-américanisme essentiellement. Hein. Ça, c'est une dimension qu'il faut prendre en considération. Primaire ou secondaire, mais il est très fort. C'est une passion française. Et donc, l'extrême gauche et l'extrême droite détestent les Américains pour toutes sortes de raisons, bonnes ou mauvaises. On peut détester l'Amérique, on peut aussi penser qu'elle joue un certain rôle, mais peu importe. Et donc, ils préfèrent la tutelle de Moscou à celle de Washington. Donc oui, Mélenchon... La tutelle de Moscou. Oui, mais elle est lointaine, donc on pense qu'on peut finalement que ce sera une main de velours. Mais Mélenchon a ceci de caractéristique en France qu'il aime toutes les dictatures. Au fond, il faut quand même lui faire ce crédit. Il aime Castro, Maduro, Chavez, mais il aime aussi Xi Jinping, il aime Assad, il aime Poutine, il aime Ortega au Nicaragua. Tout ce qui est fort le fascine, parce que cet homme est au fond de lui-même une brute. Et en fait, il s'est trompé d'époque. Il aurait été très heureux en 1939 où il aurait pu marcher. Et comme il est maintenant gagné d'un antisémitisme féroce, c'est vrai que cette force le fascine. Mais vous pensez que s'il était à côté de nous, il dirait oui à cette idée d'antisémite? Ah ben il l'est. Tout le monde le dit, que ce soit de parti Renaissance à gauche, bien sûr il l'est. Alors on dit qu'il l'est par opportunisme. Je n'en sais rien. En tout cas, l'opportunisme a bien marché chez lui parce qu'il a tous les réflexes de... Mais ça serait sordide, cette idée d'être antisémite par opportunisme. Oui, alors disons qu'il l'est par conviction. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus agréable. C'est peut-être un vieux fond antisémite qui a rejailli, et aussi par opportunisme électoral, puisque lui a choisi le camp de l'islamisme. Mmh. Et donc, c'est l'islam radical qu'il soutient dans toutes ses expressions, parce que ça lui donne des voix pour ses députés. Mais pour revenir à votre question initiale, se mêler de ce qui ne nous regarde pas, mais ça nous regarde. Aujourd'hui, les distances n'ont plus beaucoup d'importance, et donc... Mais je vous pose la question, on a beaucoup aidé les Libyens ? Alors, pour la Libye, ça n'était pas mon combat, vous avez remarqué. Donc là-dessus, je ne partageais pas du tout les idées de Bernard-Henri Lévy, qui est par ailleurs un ami. Et donc, je pense qu'effectivement, on a fait une erreur. Que si atroce soit-il, car... mais on n'en doute pas un instant. Saddam Hussein, quand on parle du combat contre les extrémismes musulmans, ses leaders étaient davantage que nous, peut-être dans le combat. Alors, contre-exemple, pour aller à contrario, l'hésitation face à Assad. Là... Les Américains aussi toujours entre deux extrêmes, soit l'interventionnisme, alors là ils tapent à tout va contre les pays qu'ils désignent comme des ennemis, soit l'isolationnisme. Et du jour où Barack Obama en 2013 a refusé de frapper le régime d'Assad alors qu'il avait franchi la ligne rouge, les Russes se sont dit c'est bon, il y a un vide, on y va, on occupe le terrain, et ils ont aidé les troupes d'Assad à massacrer la population syrienne. Donald Trump qui est Le paradoxe, c'est que les Américains et les Russes sont sur le territoire aujourd'hui, en Syrie. Ils sont, il y a des forces américaines. Il y a des forces américaines en petit nombre chez les Kurdes. Il y a aussi des forces françaises, l'Écosse et les commandos spéciaux. Nous devons protéger les Kurdes, qui sont les seuls qui nous ont débarrassé de Daesh. Il ne faut pas oublier, ils ont perdu 20 000 hommes. Et ils ont aujourd'hui... Alors, c'est un dossier que je suis bien, parce que je suis allé au Kurdistan. Ils ont aujourd'hui 50 000 prisonniers de Daesh, dont ils ne savent pas quoi faire, des hommes et des femmes. Si on les lâche dans la nature, c'est 50 000 bombes humaines prêtes à nous égorger, parce qu'ils sont possédés par la haine de tout ce qui représente les infidèles, les kafirs, les chrétiens, les juifs, les chiites, enfin bref... Donc oui, c'est compliqué. Tout ça pour vous dire que donc je pense,
première chose, il faut aider l'Ukraine massivement, livrer des armes. J'espère que le Congrès va débloquer ces 60 milliards. La cause ukrainienne est une cause juste, relativement juste, et il faut freiner l'impérialisme. Juste ou relativement juste, parce que c'est une sacrée différence. Non, moi je dirais juste, intégralement juste, et il faut freiner l'impérialisme russe qui est fou et qui... vous savez, on a défini la Russie comme Mais une... vous pensez que si les Russes vont jusqu'au bout de leur logique, ils pourraient être tentés, par exemple, de faire main basse sur la Pologne? Oui, évidemment. Oui, bien sûr. Et comment se fait-il que là-dessus, je suis absolument à l'opposé? Je n'imagine pas, compte tenu en plus des difficultés initiales de Poutine à faire main basse sur les provinces de l'Est, je ne peux pas concevoir qu'il se dit, rationnel qu'il l'est quelque part, je pourrais m'emparer de la Pologne et ça sera un pique-nique. Parce que non, ce ne sera pas un pique-nique, mais de toute façon, pour lui, les vies humaines ne comptent pas. Donc, il est prêt à sacrifier la moitié. Vous avez des mots très, très durs. Hein? C'est une vision, dites-vous, mortifère des choses. Ah, mais c'est un horrible monsieur. Un bébé, un nouveau-né est un futur soldat mort. Ah ben oui, mais ça, c'est dans la presse russe. Je ne l'ai pas inventé. Quand une famille a son fils qui part à la guerre, beaucoup espèrent qu'il va mourir parce qu'ils pourront toucher 120 000 euros. 120 000 euros et donc s'acheter une datcha, une maison, une voiture. Donc, vous savez, autrefois, dans les familles en France, quand on avait plusieurs garçons, il y en a un qui allait dans la magistrature, un autre qui allait à l'armée, et s'il avait des tendances pédophiles et homosexuelles, on l'envoyait dans l'église où il pouvait se satisfaire sans problème. C'était souvent, quand il avait des mauvaises mœurs, on disait tiens, on va l'envoyer chez les curés, là-bas il va être content. Mais ça dit quelque chose quand même des mœurs de l'église. Ah ben oui, ça, faut être lucide là-dessus, hein. Moi, si j'étais pape, j'avoue que je mettrais un petit peu d'ordre dans cette une tentation. Dans ce capharnaüm. Être pape. Non, mais je veux dire que je suis fasciné par le cérémonial du Vatican. Mais le catholicisme est en train de s'auto-détruire à travers ces révélations abominables sur les mœurs de l'Église. Je ne comprends pas pourquoi François ne s'est pas emparé du sujet. Bon, il a d'autres chats à fouetter, sans doute. Mais revenons aux Russes. Revenons aux Russes. Donc, évidemment, Poutine, dans sa propre... Il faut écouter, vous savez, la télévision russe, elle s'est retranscrite en France sur LCI. C'est difficile parce que maintenant, Russia Today est interdit en France. Oui, mais on retranscrit. Et donc, vous avez Soloviev, vous avez le cercle des dingos. Des grands fous qui expliquent comment ils vont carboniser Paris, détruire New York, Ottawa, Londres, Madrid. Vous y croyez vraiment? S'ils le pouvaient, ils le feraient immédiatement. Il faut toujours croire les fous. Parce que dans l'histoire, les fous ont gagné. Ils annoncent le programme. Hitler a gagné, Romini a gagné. Et vous faites donc un parallèle entre, par exemple, la folie hitlérienne, et on dénonçait les excès. Non, je pense que Poutine est le fils de Hitler et Staline, mais qui n'est pas Hitler. Il n'est pas Staline non plus. Il n'en a pas les moyens. Le monde est quand même. Il y a quand même face à lui la puissance de l'OTAN qui le freine. Mais s'il pouvait, évidemment, il envahirait la Pologne. C'est pour ça que je vous dis que je fais l'hypothèse que, par exemple, les pays baltes, peut-être dans son collimateur, j'en ai strictement la Moldavie, oui. La Géorgie, oui. Mais en Géorgie, il a arrêté. C'est-à-dire qu'il a choisi... Il a choisi de s'en tenir à ces espaces où il y avait des communautés russophones importantes, mais il n'a pas fait tomber la Géorgie depuis 20 ans. Non, mais ça y est. Le programme est en marche. C'est un candidat pro-russe qui a gagné. Et vous savez quel est le grand débat au Parlement géorgien aujourd'hui? C'est comment interdire les LGBT, cheval de Troie de l'impérialisme occidental. Donc, ils sont sous influence russe. Là, il n'a même pas besoin de faire avancer ses tanks. Une finlandisation, quoi. Une finlandisation. Et donc, il faut prévoir le scénario du pire pour l'éviter. Et quand vous allez en Pologne, donc là j'y suis allé 2 fois récemment, les Polonais ont peur, ils ont vraiment peur parce qu'ils ont connu la botte russe pendant 5 siècles, la Pologne a disparu et elle est renée, les pays baltes sont tout petits et donc c'est une crainte qui n'est pas infondée. Donc aider l'Ukraine contre la Russie et aider les pays modérés dans le bloc arabo-musulman. Alors, là-dessus, justement, vous dites les Ukrainiens veulent rejoindre l'Europe pour échapper à une double malédiction.
et vous qui revenez de Pologne, vous m'expliquerez, les résidus du soviétisme visibles partout dans les anciens pays de l'Est et surtout la russification du monde. Alors, quels sont les résidus visibles de l'ancienne URSS en Pologne, par exemple? En Pologne, ils ont détruit, depuis l'indépendance, ils ont détruit toutes les statues, tout l'art socialiste qui était encore là. Ils ont essayé de transformer l'architecture, mais vous voyez bien, mais par exemple... Mais qu'est-ce qui resterait de ce passé soviétique? Des nostalgiques qui regrettent le communisme. Donc à Prague, en Hongrie... à la Hongrie, malheureusement, un exemple terrible. J'ai connu Orban, moi, je crois que je l'ai rencontré en 89 ou en 90. C'était un homme qui semblait avoir tiré les leçons d'histoire et qui était à l'époque assez svelte. C'était un jeune et dynamique leader. Et puis, de la morphopsychologie, là. Oui, de la morphopsychologie, parce que maintenant, évidemment, il est un petit peu... il est devenu un peu bouffi. Mais il ne faut pas dire ça, je sais, on est en Amérique du Nord, donc je ne veux pas... Vous êtes à Paris devant moi. Judgmental, comme disent les étudiants sur les campus. Mais il a combattu le communisme. Il est devenu communiste à son tour, parce qu'au fond, c'est quoi sa démocratie libérale ? Contrôle de la justice, contrôle des médias, contrôle des partis d'opposition, c'est le programme communiste sous économie capitaliste. Et son amour de Poutine, dont... Amour ou respect? Oui, enfin, parce que c'est son voisin encombrant. C'est pas un voisin, hein, il y a l'Ukraine aux portes de la Hongrie. On est d'accord, mais c'est pas très loin. C'est le syndrome de Stockholm, c'est la fascination pour l'homme qui appartient au peuple, qui a envahi la Hongrie il y a 60, 70 ans. Et donc, ça, c'est la nostalgie du communisme. C'est pas tellement la nostalgie des dogmes de Marx, Lénine ou Staline. C'est la nostalgie d'un ordre fort qui permettra de tenir ensemble toute une population sans l'anarchie propre à la démocratie libérale. Notre fragilité n'est-elle pas, paradoxalement, notre plus grande richesse? Et à force de vouloir nous protéger, et je dirais même nous calcifier, on va tuer ce qui nous rend distincts dans les écosystèmes mondiaux. C'est-à-dire cette fragilité, ce risque que nous prenons tous les jours de nous rendre vulnérables. Parce que c'est ça aussi l'arbitrage démocratique. C'est d'accepter qu'il y ait de la fragilité dans le système. Oui, là, la fragilité même du système démocratique, c'est qu'en démocratie, les médias, la presse, les partis politiques, les syndicats exposent en permanence les blessures ou les manques ou les insatisfactions de la population. Et donc, en dénonçant chaque matin ce qui ne va pas dans la conduite du gouvernement, un pays démocratique risque de s'exposer ou de se fragiliser, mais en même temps, il se renforce. Ce qui fait que les dictatures ont l'air solides, c'est qu'elles dissimulent complètement leurs abominations. Et dès qu'il y a un scandale, on le couvre. Et elles disent, regardez ces pays démocratiques, c'est Sodome et Gomorrhe tous les matins, c'est la pédophilie, c'est les abominations, c'est la débauche, les femmes sont libres, elles divorcent, elles font plus d'enfants. C'est la culture de la souffrance. C'est la culture, voilà. Mais vous donnez raison à Vladimir Poutine. Ce que vous constatez dans « Je souffre, donc je suis », donne raison à Poutine, qui dirait « Moi, je pourrais vous mettre de l'ordre là-dedans ». Oui, c'est vrai. Mais alors, justement, mais l'ordre poutinien, c'est un ordre terrible. C'est-à-dire, c'est un ordre qui se sert des masses humaines comme de chair à canon pour imposer la volonté du chef. Qui aurait envie d'aller vivre à Moscou aujourd'hui, même si on aime la culture russe, même si on est fasciné par Pouchkine, Rachmaninov ou Dostoïevski. Donc on est content d'avoir cette culture sous forme littéraire ou musicale, mais la Russie est aujourd'hui un immense camp de concentration, d'où les élites sont d'ailleurs parties, puisqu'au fond, j'étais récemment en Arménie. Les Russes sont remplis de Russes qui achètent des appartements qui d'ailleurs provoquent une spéculation immobilière. En Géorgie, il y a des Russes. En Turquie également. Mais c'est parce qu'ils ne peuvent plus investir en Occident. Ils sont interdits. Il faudrait leur ouvrir les portes pour donner la chance aux Arméniens. C'est vrai, mais il y a aussi beaucoup il y a aussi beaucoup de Russes qui vivent à Paris et qui sont bien chez nous. Mais eux ne retournent pas à Moscou. Mais ils ne retournent pas à Moscou, ils ne retourneront pas. Ce sont les élites qui s'en vont et qui saignent ce pays et qui finalement qui n'est plus dirigé
dirigé que par les brutes, la nomenclatura poutinienne et les différents clans qui se disputent l'armée. Mais est-ce qu'on ne réduit pas souvent le pays à une espèce de caricature? Je me rappelle votre ministre des Finances qui nous expliquait, M. Le Maire, au début de la guerre, qu'en quelques coups de baguette magique, avec les sanctions, Moscou allait s'effondrer parce que c'était une économie, mais qui était poussive. Or, l'économie russe fonctionne. Elle fonctionne plutôt mieux, d'ailleurs, que celle de l'Europe de l'Ouest présentement. Sur le plan des opérations militaires, vous me direz, c'est peut-être pas le meilleur garant civilisationnel, mais quand même, ça fonctionne. Donc, on les réduit toujours à quelque chose d'un peu grossier. Or, je suis surpris de voir qu'à répétition, ils nous surprennent. Oui, enfin, ils ne nous surprennent pas. Ils sont sur l'économie, par exemple. Ils sont constants dans l'exercice de la barbarie. Alors, je veux dire que les Russes ne me surprennent pas, avec de brèves parenthèses démocratiques, mais qui ont duré très peu de temps. Non, Bruno Le Maire s'était trompé. Les Russes, pourquoi ils tiennent grâce au gaz et au pétrole? Qu'ils réussissent à nous vendre via des pays comme l'Azerbaïdjan, par exemple. Donc là, il y a effectivement, on s'est trompé. On a cru qu'ils allaient s'effondrer et on s'est surestimé. Mais si la victoire russe ne vient que de notre faiblesse, si nous donnions à l'Ukraine plus d'armes... Mais vous n'êtes pas capable d'en produire suffisamment pour vos propres besoins. Je dis vous, les Américains vont manquer de missiles Tomahawk parce qu'ils en produisent 5 par mois. Ils en ont tiré 40 contre les Houthis. Et soudainement, il y a quelqu'un qui a fait la mathématique et qui se dit « Oh mince !» La frégate Alsace française a été obligée, beau lapsus, obligée de quitter le théâtre des opérations parce qu'ils n'ont plus rien, même dans leur tire-poids. Rien. Le tire-poids? Non, je dis, mais enfin, ils n'ont plus de munitions. Zéro munitions, y compris les tire-poids à bord du bateau de la frégate. Donc, rien ne fonctionne. Non, mais ça, c'est les conséquences de l'illusion post-1989. L'illusion de la paix perpétuelle. On fermait les uns après les autres les usines de poudre. Le budget militaire se réduisait. Et tout a changé à partir de 2013, de la guerre au Mali, quand François Hollande a décidé de bouter le djihadiste hors du sol malien. Les attentats de 2015, l'invasion de l'Ukraine et du Donbass par la Russie a réveillé les opinions publiques, mais là, c'est un réveil qui est très lent, mais c'est aussi, ça fait partie de l'inertie démocratique. Macron essaie de faire entrer la France en économie de guerre. Vous savez, par exemple, que les usines qui produisent le canon César travaillent maintenant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais c'est très long. Les sociétés sont comme des tankers. Pour les faire changer de direction, il faut des années. Et donc, nous serons capables d'être performants dans 10 ans. Pour l'instant, il faut que les Ukrainiens tiennent contre l'envahisseur russe. 10 ans? Oui, 10 ans. Mais bon, les Américains ont encore des réserves. Mais nous avons trop compté sur l'arme nucléaire et pas assez sur nos forces conventionnelles. On est en économie de guerre aujourd'hui, comme semble dire M. Macron, avec un enthousiasme réel. Oui. C'est peut-être la seule très bonne chose qu'il ait faite, parce que son bilan, par ailleurs, est assez modéré. Vous me direz que l'économie de guerre, c'est ce qu'il aurait réussi de mieux. Ah, c'est ce qu'il doit réussir de mieux, et pas seulement lui. Parce qu'on est en guerre. Parce qu'on est en guerre, oui. On est en guerre contre les Russes, on est en guerre contre les alliés des Russes, l'Iran, la Chine. Tous ces gens nous ont déclaré la guerre. Et il faut être capable de le comprendre et de voir que nos ennemis nous ont désignés, montrés du doigt, et que nous devons être forts pour ne pas être entraînés dans un conflit qui serait très coûteux. Et donc, c'est pas simplement la France. Qui serait ou qui sera? Qui sera très coûteux. C'est pas seulement la France, c'est le Danemark, c'est l'Allemagne, quoique l'Allemagne joue évidemment un jeu ambigu, c'est les Scandinaves. Le fait que la Scandinavie, la Finlande et la Suède soient entrées dans l'OTAN, c'est quand même un phénomène très révélateur. Donc nous sentons le souffle chaud de la bête sur notre nuque, si j'ose dire, pour utiliser une métaphore. Et là, je dirais que nous sommes en 1938. Si nous ne voulons pas subir le sort de la France et de l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, il faut nous armer, il faut aider les Ukrainiens, il faut repousser l'assaut des Russes avant qu'ils ne nous envahissent. Avant qu'ils ne nous envahissent, parce que vous en êtes là. C'est-à-dire que la prochaine étape pourrait être vraiment... Oui, c'est l'invasion de la Pologne, c'est l'invasion des Baltes, et puis c'est la vassalisation de l'Europe. Imaginez que le RN arrive au pouvoir en 2027. C'est facile de l'imaginer. Ça veut dire que Moscou sera au pouvoir. Ça veut dire que ce sera l'œil de Moscou. Ils seront directement... Poutine pourra donner des ordres à la présidente ou au président et dire voilà ce que tu vas faire, tu vas réduire le rôle... Donc Houellebecq s'est trompé.
soumission, c'était pas la pression du monde musulman, mais c'est la possibilité que le gouvernement formé par le RN soit totalement inféodé aux intérêts de Moscou. Oui, mais les intérêts de Moscou recoupent très souvent ceux du monde musulman. Kadyrov, c'est un djihadiste. Et donc le lieutenant tchétchène de Vladimir Poutine. L'Iran est un vassal ou en tout cas un allié fidèle. Mais l'Iran a des relations ambivalentes avec Ambivalentes, enfin, il livre chaque mois des milliers de drones aux Russes et il se partage avec les Russes le pouvoir en Syrie. Poutine a aidé les talibans, et là il a des très bons liens avec le gouvernement de Kaboul, donc ici, même si la Russie a été victime de Daesh, parce que même les terroristes entre eux se détestent, non, il s'est pas trompé complètement, l'ami Houellebecq, il s'est pas trompé complètement, mais il n'a peut-être pas vu la menace russe que je suis pour ma part depuis au moins 30 ans, parce que je suis beaucoup allé en Russie. Et je pense que la blessure narcissique des Russes lors de la chute de leur empire, c'est-à-dire ce qu'a expliqué Poutine dans une phrase célèbre, la défaite de l'URSS est la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle, cette blessure-là doit se payer. Et Poutine veut nous la faire payer. Et il a les moyens parce qu'il est sans pitié, il est impitoyable, il est implacable, et que la vie humaine n'a aucun prix pour lui. Ses propres compatriotes, comme évidemment les étrangers. C'est un programme peut-être que nous serons, comme vous le suggérez dans le titre de votre dernier livre, nous serons parce que nous souffrirons beaucoup. Non, justement, moi je veux que nous ne souffrions pas, et je pense que ce qui peut nous faire passer du statut de victime à celui de héros ou de résistant, c'est la marche du monde. C'est la réalité qui va nous dicter un autre comportement. Quand nous arrêterons de chouiner sur nos petits intérêts privés ou de rabâcher interminablement nos vieilles rancunes, nous comprendrons peut-être que face à un ennemi résolu, déterminé et sans scrupules, il faut s'unir, il faut se renforcer et comprendre que la démocratie est un trésor tellement fragile que la livrer pieds et poings liés à cet ennemi via un parti... qui est un parti de supplétifs, un parti vendu à l'étranger, est un risque trop grand pour les générations à venir. Donc, si votre jeune fille de 24 ans... 26 ans. 26 ans, vous annoncez qu'elle s'enrôle et qu'elle ira servir la France? Non, alors, attendez. On a une armée professionnelle. Les États-Unis ont une armée professionnelle. Mais c'est un choix qu'elle pourrait absolument faire que d'être une professionnelle de cette armée. J'ai dit qu'elle s'enrôle. Ah oui, si elle s'enrôlait, oui, évidemment, j'encouragerais, mais je ne crois pas, vu les études qu'elle fait, qu'elle est partie pour devenir soldat. Mais heureusement, la France a la dissuasion atomique. Non, mais donc s'il fallait que cette fille, cette chair qui est la vôtre, choisissait d'aller au front, vous seriez à l'encourager en disant, c'est parce que vous parlez de cette nécessité de s'armer, de riposter. Oui, mais alors... parce que c'est incarné dans un projet, pour ceux qui vont faire la guerre. Oui, personne n'a demandé que des soldats français aient en Ukraine. Et Zelensky a dit, je ne veux surtout pas de vos soldats, je veux des armes. Vous avez un président qui le suggère fortement. Il a suggéré comme force d'appoint, on peut envisager un corps expéditionnaire de l'OTAN qui serait en arrière de toutes les grandes villes, Kharkiv, Odessa, Kiev, 100 000 personnes, ça c'est déjà vu. Si je me rallie à votre vision, le jour où la Pologne tombera, vous n'aurez pas tellement le choix, puisqu'à ce moment-là, c'est l'OTAN. Mais la Pologne ne tombera pas. C'est ça le problème. Si les Russes touchent à la Pologne, c'était la guerre générale. Et c'est ça qu'il faut faire passer comme message. Il faut être ferme, il faut braquer un pistolet sur la tempe de M. Poutine, sinon il se croira tout permis. Il ne faut pas recommencer les erreurs que l'on a commises à Munich en 1938. Pascal Bruckner, on va arrêter sur ce scénario d'apocalypse. Non, c'est pas l'apocalypse, c'est la lucidité pour éviter l'apocalypse. Le possible apocalypse, voilà. Non, je suis très confiant. Moi, je suis un optimiste, mais je sais discerner les dangers qui nous cernent. Et le principal ennemi, il est en nous. C'est la haine de soi, c'est la complaisance au malheur, et c'est la panique trop facile face aux difficultés que nous rencontrons. Ça se combat? Ça se combat, oui. Une petite thérapie, des discussions. Non, je pense que c'est l'enjeu qui est aujourd'hui le nôtre et qui est très important. Alors évidemment, en Amérique du Nord, Québec, Canada et États-Unis, vous êtes loin du théâtre des opérations. Donc je comprends parfaitement que vous puissiez avoir un regard distant, mais nous, on est au bord du gouffre et donc
nous devons être très vigilants. J'habite avec vous, au bord du gouffre. Vous avez raison, et on y vit bien d'ailleurs. On y vit pas mal. Pascal Bruckner, Je souffre donc je suis, c'est le dernier livre. Merci d'avoir passé à vous. cette heure plus généreuse. Ce fut un vrai plaisir que de partager ce moment de conversation. Plaisir de recommencer bientôt. À la maison, je vous rappelle que c'est Jeanne Croteau qui est à la réalisation, Marianne Grenon à la recherche, production aussi de l'émission, Stéphane Bureau au microphone. Si vous avez aimé l'épisode, s'il vous plaît, partagez-le, abonnez-vous, quelle que soit votre plateforme de prédilection. À très bientôt.